Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG Week Lonchelem. Pour le RPG Week, oui, parce que là, on est en fin d'année. Je ne me sens pas l'envie de faire des vidéos... voilà, oui, mes même sont fatigués. Donc voilà, je me sens pas le fait de faire plusieurs vidéos et puis de les d'avoir à les monter petit à petit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire en une prise. On va faire le RPG Week du numéro 26 jusqu'au dernier numéro, voilà. Et puis ça va faire une grande vidéo, parce que pourquoi pas. Et puis on va repartir. Ouais, donc donc c'est du numéro 26 au numéro 33. Bien, bah dans ce cas, on va commencer sans plus attendre. Allez, numéro 26, émerveillé. C'est plutôt ça. Voilà, description. Alors, quel est le jeu, quel jeu de rôle duquel vous n'aviez pas d'attente ou entendu parler et qui vous a émerveillé? Pour moi, c'est simple. C'est Knave seconde édition. Pour vous faire un petit rappel de mon expérience OSR ou de mon expérience sur les TTRPG en général, moi, je fais pas mon TTRPG parce que c'est pas un TTRPG. Mais je travaille sur un JDR depuis un certain temps déjà. Et à un moment donné, pour consolider la fin des playtests et commencer à prendre des notes, je suis passé au TTRPG. À ce moment-là, j'ai découvert respectivement, dans cet ordre, True 20, Mutant and Masterminds et Blue Rose, qui est devenu mon jeu de rôle préféré du commerce. Même si les deux autres sont en train de talonner. Donc en gros, j'aime bien les jeux de Green Ronin. Et puis j'avais fait La Cité Perdue avec Seb, Ratburger, Pilule Rouge, et je crois qu'il y en avait quelqu'un d'autre, mais qui est parti en cours de route. Je crois qu'il y avait Marc aussi. C'est peut-être le gars qui s'appelait Seb, à moi ce que je me trompe, j'ai une mauvaise mémoire des noms, donc désolé. Mais en tout cas, j'avais fait La Cité Perdue, et mon opinion sur les donjons s'est consolidée à ce moment-là. C'est en faisant La Cité Perdue, où je me suis beaucoup amusé, voilà, que je me suis dit, à la fin, qu'on faisait le débrief, mais en fait, ça explique pourquoi je n'aime pas, par exemple, les Zelda en général. Bon, on va quand même rappeler certaines choses, si ça n'a pas l'air évident, parce que des gens font l'amalgame. L'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand je dis j'aime pas Zelda, les jeux vidéo Legend of Zelda, ça veut pas dire que je les déteste. Ça veut juste dire je n'ai pas d'affect particulier. Voilà, il y avait l'Oracle des Saisons, c'était mon premier Zelda que j'avais acheté. Et là, j'avais un affect dessus, parce que non seulement c'était mon premier Zelda, mais le fait de faire un gameplay autour des saisons, même si c'était artificiel en contrepartie de l'autre qui était l'Oracle des Âges, bah, j'ai bien aimé. Voilà. Et le fait que tuer le donjon, c'est une espèce de... Surtout quand on regarde dans les fictions orientales, où en fait ils veulent faire que le donjon est vivant, ce sont des lieux qui bougent, il y a des boss, il y a des seigneurs, des trucs comme ça, où en fait ils mélangent le côté pratique qui enlève le côté, on va dire, suspension consentie d'incrédulité des donjons en disant ouais mais on va faire une expérience jeu vidéo, puisque les Asiatiques c'est comme ça qu'ils pensent les donjons et la fantaisie de nos jours. C'est pour ça que je parle souvent de la bâtardisation de la fantaisie en général. Pour eux tout est trop convenu, ils font les choses trop convenues. Du coup, je me suis dit, le donjon où en fait, ça fait 700 ans qu'il existe, mais ça fait 70 ans qu'il est investi par d'autres monstres, et que les monstres ne marchent pas sur les pièges, parce que oui, comme par hasard, c'est quand nous on y est que ça touche, cette espèce d'expérience donjon qui est finalement très donjon et dragonesque, ça m'a montré que je détestais les donjons. Et mon erreur, c'était de penser que l'expérience OSR, c'était de se resserrer sur ce truc de donjon, et c'était pas une bonne façon de voir les choses. L'expérience de donjon, l'expérience de la dureté du jeu aussi. Et puis après, je suis tombé sur Knave seconde édition. Alors, dans cet ordre, j'ai entendu parler de Knave seconde édition, puis ensuite, j'ai acheté le jeu, puis ensuite, j'ai découvert le créateur, le youtubeur qui s'appelle Questin Beast, qui avait fait Knave seconde édition. Ce jeu m'a émerveillé parce qu'il m'a montré vraiment, au travers du livre,
sans raconter grand chose en plus, que l'OSR c'était pas ça. L'OSR, c'est une simplicité de design, une expérience qui, on va dire, j'aurais du mal à trouver des mots, mais j'aurais tendance à dire, ça fait beaucoup penser à une expérience arcade, mais dans le jeu de rôle. C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que tu as une simplicité dans l'essentiel des choses que tu veux faire, mais si on va à l'essentiel de ce qu'est un TTRPG, ça rapporte aussi à une simplicité du jeu de rôle où on va pas se dire ouais, mais il te faut la capacité de tel truc, de telle classe multiclassée avec le truc. Les expériences, en gros, rôlistiques qu'on a l'habitude de voir, assez étendues et à vouloir faire des mécaniques et machin, parfois, justement, trop jeux vidéo. Ils ont décidé de revenir à l'essentiel. Tu peux décider de prendre une des actions, on va dire, qui reprend en fait la source même du jeu de rôle, c'est-à-dire interpréter un personnage, interpréter ses actions. Tu vas toucher les murs pour essayer de détecter les pièges. L'adversaire qui est en face, par exemple, tu sais que tu vas pas pouvoir l'affronter. Par exemple, un gnome en face, un gnoll en face, et que tu dois attaquer le gnoll, mais que le gnoll il a déjà quand même un ascendant, il a une bonne esquive, que par exemple tu vois qu'il y a un seau qui est par terre, qui est contenu d'un liquide, tu balances le liquide sur lui pour tenter de le déstabiliser et peut-être laisser l'occasion à un allié qui est à proximité de pouvoir placer un coup. L'expérience OSR, c'est une expérience qui est assez arcade du jeu de rôle dans la mesure où les caractéristiques vont avoir en fait de nombreuses interprétations, que les constructions mécaniques autour de ce qui est inhérent au joueur soient vraiment au plus simple possible, et ensuite que par exemple les choses comme la solidité des objets, la cohérence, un semblant de cohérence, plutôt de vraisemblance, où en fait il faut avoir une logistique où en fait on ne peut pas y couper, mais en même temps en fait montrer une certaine dureté du monde, et quand par exemple au niveau du système de vie c'est quelque chose qui est assez dur et qu'on peut garder des séquelles, des traces, c'est pas mal de choses qui composent l'OSR. Alors je risque pas de faire un GGDR sur l'OSR, pas pour l'instant, mais ce qui m'a plu dans Knave seconde édition, c'est le fait que en lisant le livre, alors pour expliquer quand même Knave seconde édition rapidement pour ceux qui voudraient s'intéresser au truc, c'est à la fois un jeu qui te permet en fait d'avoir une expérience OSR extrêmement condensée et efficace, et en même temps il se compose de tables aléatoires, de descriptions, de matière, de pas mal de trucs pour composer le monde, et aussi d'utiliser finalement cet outil-là comme un outil de super setting, un petit peu comme RPGS et RPGS2, pour pouvoir composer des choses sans passer par certains matériaux majeurs en fait. C'est un jeu qui se suffit à lui-même, mais il peut être utilisé en conjonction avec des TTRPG pas forcément OSR pour pouvoir construire. C'est ce jeu qui m'a émerveillé en fait. Voilà. En tout cas, ça c'était pour le numéro 26. Le numéro 27. Alors, l'inné ou l'acquis? C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que les compétences de maître de jeu sont innées ou acquises? Expliquez votre point de vue. C'est un mélange des deux. Tout simplement. Quand tu fais du jeu de rôle, quand tu vois ce que fait le meneur de jeu fait des choses qui fait appel à du technique, mais qui fait aussi appel à sa sensibilité émotionnelle et aussi à son empathie et à son observation. En tout cas, c'est ce que je juge être essentiel pour être meneur de jeu. Le meneur de jeu, il est à la fois un joueur spécial, celui qui fait vivre l'univers, les personnages, il est l'arbitre, il est le juge dans les cas critiques, il est aussi celui qui est en fait le coordinateur de ce qui se passe autour de la table. C'est des choses qui relèvent de l'inné et de l'acquis. Avoir un certain sens social et de l'empathie permet de regarder les autres, d'essayer de comprendre, d'aller vers eux, et en même temps ça demande une certaine délivrée, une capacité à s'exprimer de manière très efficace
pour pouvoir raconter ce qu'il y a à raconter, et que en fait le rapport qualité-quantité, en fait il essaie de trouver le meilleur des mondes, que ce soit dans l'expression des règles, essayer de pouvoir aux règles au cas où on n'a pas forcément les règles en tête, où on se trouve face à des situations inédites, la composition du bestiaire, et aussi par exemple le niveau par exemple de composition vis-à-vis du ratio challenge et performance des joueurs en tant que tel. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on entend très souvent. Ah, il y a des adversaires qui, enfin, il y a des adversaires, ils étaient trop forts, la partie n'était pas équilibrée. Et là, je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo sur jouer un méchant. À quel moment le jeu de rôle a été un jeu symétrique? Le jeu de rôle, il y a très peu de jeux de rôle, quand je dis très peu, c'est vraiment très peu de jeux de rôle qui ont une expérience symétrique. L'expérience du jeu de rôle, par définition, est asymétrique. C'est les joueurs qui naviguent dans le monde, qui ont des challenges qui viennent du monde, mais aussi qui viennent des circonstances, c'est-à-dire du scénario, et une adversité qui est créée par toute la machinerie de la composition, de ce que le meneur de jeu propose, de l'univers qu'il a envie de faire jouer, et surtout de ce qu'il a possiblement envie de raconter ou de faire jouer en tant que scénario, et les joueurs doivent agir en conséquence. Voilà. C'est un truc qui m'a permis d'être vu justement par rapport à la question précédente, grâce à Knave seconde édition, à l'expérience OSR, Old School Essentials aussi. C'est-à-dire que le jeu de rôle, les adversaires ne seront pas équilibrés. Est-ce que vous avez déjà vu un cas de fait divers où un mec, il s'est fait agresser par 8 personnes, les 8 personnes ont attendu que 7 autres viennent le rejoindre. J'utilise la réalité pour créer une mise en abîme, pour vous expliquer à quel point c'est absurde. L'équilibrage n'existe pas. Le but du meneur de jeu, c'est que le challenge est atteignable. Pas difficilement atteignable. Les meneurs qui disent « Ah, j'aime ce monstre-là, je vais en mettre plein », ou « Je vais mettre ça, plus ça, parce que oui, il a des petits effets qui sont... » Non, il faut que ce soit atteignable. Pas difficilement atteignable, atteignable. Pas facilement atteignable, atteignable. C'est-à-dire, il faut une justesse dans l'action. Qu'un joueur vienne te dire « Ah oui, mais c'était pas équilibré », la question c'est est-ce que c'était atteignable ou c'était autre chose? Et si c'est autre chose qu'atteignable, il y a un problème. Et puis évidemment, il y a le ratio de pourcentage, les chances, des probabilités de pouvoir réussir, sauf qu'on ne peut pas tout anticiper et que ça me fait beaucoup penser à une expérience de jeu vidéo qui s'appelle les XCOM récents, fait par Firaxis. Les gens ragent parce que il y a 90% de chance et ça a fait 91. C'est ridicule. T'as fait 90% de chance. Les dés ont parlé. Si tu veux pas utiliser de système de dés, c'est possible, hein. Il y a des systèmes, comme par exemple, il y a Against the Dark Master, dont peut-être je vais en parler l'année prochaine, où en fait, tu as une bonne base de caractéristiques, et ton dessin sert à ajouter une valeur, et le but c'est de faire le plus haut possible, et que ta base de caractéristiques est déjà très très forte. Et c'est une bonne façon de faire les choses. Ou des systèmes où tu mets des points en disant qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir cette action dans la scène. Ce genre de jeu-là existe. Si vous vous focalisez pas sur le fait de jouer à un jeu de rôle du commerce, mais juste à faire du jeu de rôle en campagne dans un système que vous avez totalement inventé, vous pouvez vous passer des dés. Les dés, c'est beau, c'est vecteur de hasard, ça permet de couper court. Si on regarde le tableau de pourcentage de chance et les scores de départ et les trucs, il y a des jeux qui y arrivent et des jeux qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que je dis que dépendre d'un jeu qui utilise le D20, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que la fourchette, si on enlève le 1 et le 20 qui sont des critiques, ben entre 2 et 19, c'est une fourchette qui est quand même assez grande. Et un jeu de système D20 qui s'appuie énormément sur les caractéristiques plus compétences, etc., c'est rare. C'est pour ça, par exemple, que Pathfinder, j'ai eu un peu de mal. Maintenant, Pathfinder, tu peux aller chercher des bonus partout avec la seconde édition. Mais c'est pour ça, par exemple, que je préfère
les jeux de Green Ronin. C'est parce qu'ils ont vite compris que les caractéristiques se doivent d'avoir une base solide, que les compétences se doivent d'avoir une base solide, et de ne pas forcément dépendre de cette fourchette-là. De cette fourchette aussi grande. Et pourtant, pour la plupart, c'est des systèmes des 20, ou des simili-systèmes des 20. Donc toutes ces choses prises en compte, ça fait que le meneur de jeu, il a des compétences qui relèvent de l'inné et de l'acquis. Par contre, on peut essayer de rentrer en détail sur la notion de l'acquis. La notion de l'acquis, pour moi, en fait, je crois qu'on a tendance à utiliser de manière galvaudée, enfin, il est devenu galvaudé à cause de ça, c'est la notion de don. Les dons, ça n'existe pas. Peu importe ce que les gens voudront vous dire. Les dons, ça n'existe pas. Tu peux avoir comment dire ça, un point de départ sur un domaine extrêmement rare, mais c'est pas un don. C'est un point de départ. Tu as un point de départ plus haut que les autres. Mais il faut quand même se méfier. Parce que quelqu'un qui commence au plus bas et qui est persévérant peut finir par comprendre toute la notion empirique de son domaine et se hisser à celui qui sert à commencer à un haut point, mais qui ne fait pas d'effort. C'est pour ça que la persévérance est une vertu qui est plutôt souhaitable quand on est meneur de jeu. Et il y a des choses, des bases qui fait que ce qu'on est en tant que maître de jeu, surtout quand on est maître de jeu débutant, quand on est maître de jeu débutant, ce qui va faire que les gens vont vouloir rester à votre table, c'est pas parce que oui, il y a des difficultés à trouver des gens à la table seulement. C'est qu'il y a quelque chose, une plus-value que vous apportez. Quand je parle par exemple de la trinité d'être un meilleur joueur, de ce qui fait un meilleur joueur, je parle souvent de la plus-value. Le meneur de jeu, s'il n'a pas de plus-value, ben, par exemple, ça peut être très très difficile pour lui de trouver une table. Mais par contre, il y a quand même des plus-values qui fait que il peut se lancer dans l'expérience de jeu de rôle. Donc il y a autant de l'inné que de l'acquis. La seule chose que je pourrais vous dire pour conclure cette partie, c'est si vous vous questionnez sur est-ce que vous avez plus d'inné ou que d'acquis, ça ne sert à rien. Si vous êtes censé vous lancer dans l'expérience du jeu de rôle, vous allez vous écorcher les genoux, vous allez faire des erreurs, vous allez mal interpréter des personnages, vous allez mal interpréter des règles. Ce n'est pas grave, il faudra continuer, il faudra persévérer. Ne vous posez pas la question si vous avez besoin de plus d'inné que d'acquis. Ça ne sert à rien. Jouez juste. Et surtout, on est un très mauvais observateur de nos propres performances, pour bon nombre d'entre nous. Parce qu'on a l'impression de ne pas faire les choses assez bien, parce que à la moindre erreur, on a tendance à se flageller. J'en parle, hein. J'en parle pas souvent, mais j'en parle. Il y a des moments où, en fait, tu te dis, ouais, j'ai mal fait, ou j'ai été un peu trop confortable sur certains trucs, et voilà, ça m'a rendu complaisant. Faut que j'apprenne à avoir le niveau, ce que j'appelle le ground zero, c'est-à-dire le moment où ce qui va faire la substance de ma façon de faire de la masterisation soit là et que je puisse le déployer dès les premières minutes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, lancez-vous. Et c'est les joueurs qui, au fur et à mesure du temps, et aussi vous, en faisant énormément de travail, qui arriverez à savoir quelle est votre plus-value. Mais en même temps, et là c'est peut-être la partie où ça va être un peu plus gris, c'est aussi vous allez mieux comprendre aussi au fur et à mesure du temps quel type de jeu de rôle auquel vous aspirez, que vous voulez faire jouer un peu tout le temps. Voilà. Bref, poursuivons donc. Numéro 28, la viabilité. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le Perfect Match DM joueur système pour réussir une campagne à long terme? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, ou recherche la même chose dans le jeu, pour que la partie puisse se prolonger au-delà d'un one-shot ou d'une courte campagne? Et pourquoi? Alors, la viabilité, on va être clair. L'alchimie, système, univers, système, DM, c'est ça? Ouais, DM joueur système, mais j'ajouterai univers comme quatrième truc.
DM, joueur, système, univers, tu n'as pas besoin du perfect match. Je dirais même, rien que le mot perfect est déjà problématique. On ne peut pas atteindre la perfection. On peut avoir la chance d'être tombé sur la licorne, d'avoir fait une partie que je jugerais en fait providentielle pour vous, c'est-à-dire que dans un moment où vous avez fait des parties où c'était devenu un peu routinier et que les joueurs n'avaient pas envie de faire le moindre effort, et vous essayez de chercher un moyen de regagner l'intérêt des joueurs, et là vous arrivez à faire des campagnes qui sont providentielles, ça existe. Des parties, des campagnes où en fait vous vous en souviendrez pendant encore longtemps, je crois que ça se verra d'ailleurs dans les prochaines questions. Ce genre de choses, c'est possible, mais le match parfait n'existe pas. Alors, s'il faut parler un petit peu de mon expérience, j'étais le seul à ma table à aimer l'univers de Warhammer 40 000. Les joueurs n'aimaient pas l'univers de 40 000. Mais, quand j'ai entendu certains arguments, surtout de la part de 2 joueurs, moi ce que j'ai surtout compris, c'est que comme je faisais un jeu de rôle, qui était en fait aux antipodes de l'univers de 40K, ça a fait qu'ils ont préféré rester dans cet univers où il y avait cette immense diversité là, plutôt que d'aller dans un monde où tu dis ouais mais en fait il y a des factions, il y a ci, il y a ça, et puis en fait ils n'aiment pas. Et puis ensuite je leur ai montré le visuel, ça les a encore plus convaincus qu'ils n'aimaient pas. Je ne peux pas leur donner tort, les goûts et les couleurs, ça se discute en fait. Mais j'ai pourtant fait jouer 2 personnes qui étaient très curieuses, et c'était une bonne partie. J'ai utilisé pas puisque 40K en jeu de rôle, il y avait Deathwatch, il y avait Dark Heresy, mais je n'aimais pas, parce que ça se rapprochait trop de l'expérience Warhammer première édition, donc j'ai mis ça de côté, et j'ai fait jouer via le W système de luxe. Et le W système de luxe, surprenamment, a permis de retranscrire une expérience de jeu de rôle, à la fois dans ce côté action, mais aussi cette espèce de côté mythologique, où quand tu es au cœur d'une faction, et que tu sais que c'est le centre de l'attention, par exemple comme dans un roman, ou quand un roman te parle d'un Eldar, on te montre à quel point les Eldar sont grandioses. Quand c'est la Deathwatch, tu comprends à quel point ils sont grandioses. Ce côté du superlatif, il l'a bien retranscrit. Mais dans les proportions les plus grandes, vous avez surtout besoin que vous soyez sur une même longueur d'onde. C'est pour ça qu'un conseil que je donne maintenant de plus en plus récemment, c'est apprenez à écouter les joueurs quand ils vous disent qu'il y a tel jeu de rôle qui commence à les casser les couilles, parce qu'ils trouvent que les chances de réussite sont nulles. Par exemple, ça s'est arrivé quand j'ai joué à Pathfinder première édition, et c'est un truc où en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, la fourchette entre 2 et 19 là dont j'ai parlé avant, était très très mise en avant. Aussi, il y a aussi les problèmes d'équilibre. Voilà, parce que là, j'ai dit oui, l'équilibrage dans un affrontement, il n'y a pas d'équilibrage, c'est assez asymétrique, mais parfois, il y a des classes qui ne se valent pas. Je dis pas d'égale puissance, ni d'égale importance, on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire, il y a un intérêt dans les classes. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait il y a 1 ou 2 ans, un ensemble de vidéos, vous tapez Gingy Pathfinder, vous allez voir que j'ai fait des vidéos là-dessus, où j'ai expliqué comment j'ai fait pour rectifier les problèmes des classes dans Pathfinder première édition. Et ça a fonctionné plutôt bien. C'est juste que les joueurs, ils étaient submergés, ils ont subi le crunch, et certains ont fait le mort au passage. Voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Voilà. Attendez un moment. Voilà. Donc la même longueur d'onde, c'est déjà important, mais que ce soit l'idée du ratio gagnant ou de la longueur d'onde, c'est 2 choses sur lesquelles ça demande du travail, et du travail chez tout le monde. Quand on réfléchit bien, un système qui plaît, un univers qui plaît, c'est déjà une bonne porte d'entrée. Ensuite,
il y a le fait que le meneur de jeu et le joueur, là, ça peut très bien exister. Et je crois que c'est là où je vais peut-être parler de jeux, de deux jeux qui me viennent en tête. Je pense que je vais parler d'abord d'Anima. Anima, un jeu que j'ai voulu faire jouer avec une expérience JRPG, c'est un jeu espagnol me semble-t-il, et qui a été remanié plusieurs fois, mais bon, c'est quand même l'équation de l'apocalypse pour jouer au truc. Notre volonté de vouloir faire jouer le jeu était très élevée, mais c'était chiant. Donc on a dû laisser tomber. Et l'autre jeu, ou plutôt j'allais dire un autre jeu, mais en fait tout simplement, le fait de jouer des jeux à franchise, c'est-à-dire des jeux avec un univers déjà établi, avec des codes déjà très très forts, je m'interdis de le faire. En fait. Voilà, tout simplement. Parce que il peut toujours y avoir une personne hystérique, pas systématiquement hystérique, mais quand tu respectes pas le matériau selon son point de vue, ce qui veut dire que vous pouvez ne pas avoir tort non plus, ben ça fait que les gens peuvent être en profond désaccord. Mais après, si je dois parler d'un exemple concret où j'ai eu à faire ça, et que ça s'est pas mal passé, mais c'est d'autres problèmes qui se sont posés en fait. C'est quand j'ai fait l'univers de Pokémon sous Mutant and Masterminds. Pokémon est un univers qui est codifié. C'est un Monstermon, c'est un JRPG de type Monstermon. C'est-à-dire tu collectionnes des monstres ou tu as un certain nombre de monstres que tu vas pouvoir en fait interagir avec, que tu vas amener dans tes aventures et qui auront des performances. Le premier problème qui s'était posé pour moi quand j'ai voulu l'adapter pour Mutant Mastermind, c'est par exemple, est-ce que je mets le tableau des types? Ce qui mène justement à des trends et à des mèmes absurdes. Genre par exemple le Pokémon Feu qui peut pas boire de l'eau. C'est stupide, ça ne sert à rien. Et c'est là où en fait, j'ai envie de dire, l'animé a permis de temporiser puisqu'il a montré pas mal de choses où tu te dis ouais non, il y a des choses où tu te dis ouais non, ça se tient. Parce que ce qui fait que Pokémon est extraordinaire, ce qui fait que les monstres sont extraordinaires, c'est pas leur type, c'est leur performance, de quoi ils sont capables en fait. Des Pokémon qui peuvent rayer, changer une topographie. Des Pokémon qui apprennent en fait à prendre soin d'autres Pokémon, ce qui fait qu'ils améliorent l'écosystème. C'est en fait ce que je pourrais appeler la mythologie autour d'eux qui était importante. Donc quand j'ai vu que mécaniquement parlant, parce qu'il y avait un moyen de le faire avec Mutant Masterminds, c'est-à-dire s'il y a une faiblesse, un niveau de faiblesse, bonus de circonstances, malus de circonstances mineures et grosse faiblesse, malus de circonstances majeures, j'aurais pu juste faire ça. Mais quand j'ai vu que l'expérience de Pokémon, et surtout j'ai pensé à un Pokémon que j'adorais qui était Donphan, ben Donphan, c'est un Pokémon sol, c'est un éléphant, mais comme on le montre dans l'animé et comme on le supposait aussi, c'est quand même un éléphant, et l'éléphant au contact de l'eau, même si les attaques de type eau sont efficaces sur les Pokémon de type sol, ben, j'imagine un Donphan, je me dis, ouais, mais le Donphan doit être une exception. Donc le tableau des types, j'ai trouvé ça nul, donc je l'ai viré. Voilà. Et du coup, ça a fait un grand bien fou au truc. Et aussi, j'ai modifié certains trucs, où en fait, les Pokémon sont de plus en plus petits, où ils pèsent de moins en moins lourd. Voilà, je rappelle que par exemple, dans les Colosseum, pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo Pokémon Colosseum, tu voyais Wailord, tu le vois, il prend tout l'écran sur certains plans de la caméra. Parce qu'il est gigantesque. Maintenant, ils l'ont fait condenser, oui, mais et après ils viennent te dire, mais oui, mais c'est parce que, en fait, pour les limitations de la console, sur la GameCube, ils arrivaient à afficher ça. Sur les consoles de 64, ils arrivaient à afficher des gros Pokémon. Non, c'est parce que, en fait, ils veulent faire les Pokémon plus petits parce que ça les arrange. Et pas prendre de risques. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de virer le tableau des types. J'ai décidé de donner des proportions à la hauteur du monstre en question. Et j'ai expliqué très clairement, j'ai changé ça. Dans l'univers que vous allez jouer, il va se passer si j'ai créé une contrée inspirée de ma Martinique natale.
J'ai choisi des Pokémon, j'ai dit il y a ça, 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 il y a les Pokémon de départ, mais en fait il n'y a pas que ça comme Pokémon de départ. Et du coup, ben, j'ai construit la mythologie du jeu à partir de ce qu'il y avait dans la franchise, et je pouvais très bien tomber sur des gens qui n'auraient pas aimé ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu de la chance. Mais ça aurait été un Seigneur des Anneaux que je faisais jouer, et je mettais certains éléments, là il y aurait eu des personnes hystériques. Voilà. Donc, étant donné la situation, et surtout quand je vais montrer dans le futur, dans la rubrique Mutant Masterminds, comment faire jouer des univers de manga bien précis, il y aura des gens, il y aura peut-être des puristes qui vont dire non, mais t'as fait ça de la mauvaise façon, il y avait d'autres manières, machin. Après, je verrai mal quelqu'un venir me dire ça, étant donné que Mutant Masterminds, c'est quand même un jeu qui n'est pas encore très populaire en France. Mais ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui trouveront qu'ils auront toujours la meilleure façon de faire. Sauf que bon, ce que m'a montré Internet de nos jours, c'est que beaucoup de gens sont convaincus d'avoir une expertise, mais dès qu'il s'agit de commencer à le mettre en application, ils montrent surtout qu'ils ne savent pas soit créer un jeu, soit analyser une œuvre proprement. Donc on va dire, laissons ça. Le plus important, c'est la longueur d'onde. L'autre ratio peut être intéressant aussi. Et s'il faut passer vite fait à la partie de la longueur d'onde, je vous dirais, méfiez-vous. Parce que la longueur d'onde, on va en parler un petit peu, c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Autant le ratio, ça se discute. La longueur d'onde, c'est recommandé. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un joueur à ma table qui était un peu à la ramasse sur énormément de choses. Petit à petit, un joueur, puis deux, puis trois, sont venus se plaindre. Ah, il ralentit la partie, oui, mais il ne fait pas trop d'efforts, etc., etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit, ouais, mais en fait, lui, il gênait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui en ai parlé. Sa solution, comme c'était à l'époque, j'espère que ce tic-là n'est pas parti. Enfin, je souhaite que ce tic-là soit parti plutôt, parce que voilà, c'est qu'il voulait abandonner. Moi, je lui ai dit non. Il faut que ce qu'on te demande, c'est de faire des efforts. On te demande pas de partir. Donc, il a fait des efforts. Il était au taquet. Il posait des questions sur l'aspect théorique pendant qu'on ne jouait pas. Et quand il avait l'occasion de me voir sur certains trucs, il me posait des questions sur le lore. Ça passait crème. Les autres joueurs sont, après certaines parties, après une certaine partie, on a décidé de faire un rapport de partie. Parmi les 3 joueurs qui s'étaient plaints, il y en a un qui a persisté à dire que lui, il était au ralenti. Eh ben, vous savez ce qui s'est passé? Ben, avec énormément d'absence de surprise, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on lui a dit, non, en fait, c'est toi qui ralentis la partie. Parce que l'autre joueur, le premier joueur qui était qu'on remettait en question, il a fait des efforts. Il était au taquet. Il réagissait vite. Pourquoi l'autre, il n'a pas remarqué ça alors que les autres si? C'est simple. On était sur la même longueur d'onde. Et comment on a fait pour être sur la même longueur d'onde? C'est simple. On est allé au-delà des préjugés qu'on avait vis-à-vis du joueur en général. On a vu ses progrès. Et surtout, en fin de partie, quand on devait faire des rapports de partie, il ne partait pas comme si c'était dimanche en fin de messe. Le joueur en question, qui finalement, on lui a dit c'est toi qui finis par ralentir la partie, il partait comme si, en fait c'était la fin de la messe. Il traçait. Peu importe qu'il demandait qu'est-ce qui s'était dit dans le rapport de partie, il n'y était pas. Parce qu'il y a l'information qui est communiquée, qui l'a entendu, comment l'autre le retranscrit. L'autre qui lui retranscrivait à chaque fois, ou les autres qui lui retranscrivaient le plus de fois à chaque fois,
Je sais très bien comment ils le retranscrivaient. Ils n'ont pas, pour le coup, ça aurait pu être mal retranscrit en mode téléphone arabe, mais non. Ils ont bien retranscrit ce qui a été dit pendant le rapport de partie. C'est juste que si il était resté dans la discussion et qu'il avait discuté longuement de comment on avait dû changer les choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, eh ben, il aurait su. Et il n'aurait pas eu une version condensée de ce qui s'était dit. Parce que oui, on peut oublier certaines choses, mais l'essentiel, il reste. Et il communiquait l'essentiel. Donc voilà. On rappelle tout le temps de nos jours aux joueurs, il faut faire des rapports de partie, il faut faire des sessions zéro. Pourquoi? Pour être sur la même longueur d'onde. On s'en fiche que si après la session 0, quelqu'un se vous dit, oui, bon, vous jouez à Donjons et Dragons 5e édition, mais vous n'avez pas la même masterisation, la même ambiance que les tables que j'ai l'habitude de rester, donc je ne pars. Je pars. Ça peut être possible. Le nombre de fois où j'ai vu dans des groupes Facebook des personnes demander pour une partie, ils trouvent une session, 1 à 2 semaines après, ils recherchent encore, et on lui dit, mais attends, t'avais pas déjà trouvé une table? Non, mais en fait, ça n'allait pas, c'est pas le même truc. Et ils se sont mis d'accord sur leur désaccord, il est parti. C'est aussi être sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui souhaite ça, il y a l'autre qui souhaite ça, le groupe il fonctionne comme ça, il a vu que ça ne lui allait pas, il dit, ça ne me va pas, je vais y aller, et pas de souci, si tu te le sens pas, ne reste pas. On peut être d'accord sur nos désaccords. Et ça fonctionne très très bien. La longueur d'onde pour moi est plus importante que le ratio univers, système, meneur, joueur. Voilà. Le mieux, l'idéal, c'est de trouver un mélange de tout. Mais au-dessus, bien au-dessus, il y a la longueur d'onde. Voilà. Alors, question numéro 29. C'est sur le nom. Je vous rappelle... Attendez, ça a été mal posé. Ah oui, il l'a mis en bas, c'est pour ça. À quel moment dire non? En tant que meneur de jeu au joueur, vous est-il arrivé de dire non? Pourquoi? À quel moment, selon vous, un meneur de jeu ou un joueur doit dire non? Alors le non, oui. Et je vais vous donner ma philosophie autour du non. Donc, pour moi, la philosophie autour du non, c'est simple. Les joueurs sont tous affectés par la négation. L'être humain retient le négatif, donc il est affecté par la négation. C'est pas discutable. C'est pour ça que pendant une période, ça remonte au mois dernier, l'équivalent, en plus, le mois dernier, littéralement l'équivalent du mois dernier, il y a eu beaucoup de vidéastes sur YouTube, anglophones, qui parlaient du fait qu'à quel point le oui et oui mais oui, non, non et non mais, c'est une mauvaise méthode. Ça, c'est un truc auquel j'étais arrivé à la conclusion il y a 2 ans, en 2022. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la négation, c'est pas philosophiquement la négation, les gens retiennent le négatif qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est que quand je regardais les réactions des gens, quand je disais non mais ou non et, ou quand je disais oui mais, que j'ai vu que il y avait une espèce de truc où en fait, parfois les joueurs ont envie de bien faire et il y a un truc qui ne va pas. Il y a une proposition, le fait que la proposition soit rejetée, ça pèse petit à petit. Ça peut s'estomper, mais ça pèse à l'instant T, selon des proportions, selon les individus. C'est pour ça que quand j'ai travaillé sur mon jeu de rôle et que je l'ai remanié, je me suis dit, faut surtout dire aux gens que la négation doit être utilisée avec justesse. Donc moi je suis partisan du oui et le non, il est littéral. Littéral pourquoi? Parce que tu vas expliquer pourquoi. Je suis, et j'ai toujours été, depuis le début, un adepte le ta gueule c'est magique n'a pas sa place à ma table. Je ne vais pas vous dire
de partir sur cette voie-là. Parce que peut-être que vous êtes capable de faire plus de compromis que j'en fais. Ou à l'inverse, vous êtes peut-être trop permissif pour voir à quel point ça peut être dommageable. Mais par contre, je peux clairement vous le dire, quand je dis non, ou quand je dis c'est pas possible, ou c'est pas le moment, j'explique pourquoi. C'est aussi simple que ça. Expliquer pourquoi n'est pas une affaire de, comment dire ça, c'est pas seulement une affaire de négation, c'est une affaire aussi de délivrer. Si vous donnez un non sec, vous n'expliquez pas, ouais, vous avez déconné. Si vous dites un non et vous expliquez rapidement, peut-être que rapidement, c'est un peu comme si vous le balayez rapidement parce que ça peut lui laisser l'impression que en fait sa proposition était absurde. Il y a toujours une mise en forme à faire quand vous dites non. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je suis partisan de oui littéral, non littéral et oui et. Pourquoi oui et? C'est parce que le oui et a énormément de force. C'est-à-dire, ça, plus autre chose. Voilà. Après, il peut se passer, par exemple, dans le oui et, de la négation. Mais pour que ça arrive, il faut que déjà de base, en tout cas dans l'ADN de ma façon de faire, il faut que la personne ait eu une prise de risque et qu'il fallait payer le prix. Et c'est plus facilement acceptable en disant oui et. Donc je suis partisan du oui et du non. Et le non expliqué. S'il faut poursuivre, en tant que meneur de jeu ou de joueur, est-ce que ça m'est arrivé de dire non? Alors, on va aller dans le plus compliqué au plus simple. En tant que joueur, j'ai pas dit non, mais j'ai voulu pointer à un moment le manque de vraisemblance d'une conclusion de one-shot. Disons que le rapport risque et récompense était très très bas. C'est pas moi qui remettais ça en question, c'est mon personnage qui remettait ça en question. Le meneur de jeu a manqué de flexibilité. Et il est resté à répéter que ça ne va pas bouger et que le gars va expliquer, mais il explique comme un disque rayé. Et ça peut arriver pour un meneur de jeu qui a des joueurs en fait qui sont, on va dire, qui sont assez obédients. J'utilise un bien grand mot, mais c'est ça. C'est-à-dire, oui, mais bon, on sait qu'il y aura des trucs qui sont injustes, mais ça va, on va laisser passer. Sauf que quand tu interprètes un personnage, la question c'est jusqu'à quel point ton personnage va être gênant pour le meneur de jeu. C'est pour ça que je dis, c'est ce que mon personnage ferait n'a pas sa place parce que les gens comprennent mal ça. Ce que mon personnage ferait, c'est une excuse de merde. Quand tu réfléchis bien, si ton personnage est problématique, c'est que tu n'as pas réfléchi à comment agencer ton personnage vis-à-vis de ce qui s'est dit dans la session 0, de l'intérêt de la partie, de l'ambiance de la partie, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas. Aussi simple que ça. Donc moi, pourquoi j'ai persisté alors que c'était un one-shot et que c'était pas dit qu'on allait rejouer après? Pourquoi j'ai persisté? C'est parce que d'une part, je voulais pointer du doigt indirectement le problème au joueur, au meneur de jeu pour le coup, et aussi qu'il y a un moment où est-ce que c'est le meneur de jeu qui parle ou est-ce que c'est le personnage derrière, en fait devant qui parle? Et le truc c'est que c'était les deux. Et il faut pas que ça soit les deux. Il vaut mieux éviter que ça soit les deux. Pourquoi? Parce que, en fait, le personnage interprété, l'investigateur de la mission, est l'autochtone de son propre monde. Les autres joueurs, ils ont eu leur récompense, ils n'ont pas eu grand chose à dire, puisque c'est moi qui ai persisté là-dessus. Mais pourquoi je savais de base que c'était une très mauvaise récompense vis-à-vis du risque? C'est parce que pendant tout le long de la partie, et au vu de la difficulté de la mission qui avait été exposée, j'ai demandé
tout au long des parties, des questions qui étaient en rapport avec l'économie du jeu. Et que lui ne l'avait pas remarqué. Dans l'ensemble, c'était une bonne partie. Mais ça a fini par être un gros point noir. C'est pas comme si ça s'est fini mal, c'est juste que j'ai fait au bout d'un moment, j'ai fait mon personnage partir, il est parti avec la récompense, il s'est barré, ça a conclu la partie, et ça s'est réglé. Et après, j'ai expliqué aux joueurs. Et ça a continué. Donc, que dire? Si ce n'est que, évidemment, le manque d'adaptabilité du meneur, je lui souhaite qu'il ait perdu ce manque d'adaptabilité-là, parce que ça peut être vite gênant. Parce que c'est pas ce que mon personnage ferait, on va dire, qui est allé au-delà des limites de ce qui était proposé par la partie, surtout que nous, on parlait pas trop de session des héros de partie à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui as donné les éléments établis et tu vois bien que ce que tu donnes n'est pas à la hauteur. En tout cas, il aurait dû le voir, mais il ne l'a pas vu. Donc c'est comme ça. Et puis, il y a la fois où j'ai dit non en tant que meneur de jeu, ça j'en ai déjà parlé. J'ai eu un joueur, pendant une courte période, il jouait des personnages féminins, et ça me dérangeait. C'est pas que ça me dérange que le personnage masculin un joueur masculin joue un personnage féminin et inversement. C'est juste que je pars du principe que quand tu joues quelqu'un d'un genre différent, quel qu'il soit, tu ne dois pas te moquer du genre opposé. Voilà. Je m'en souviens, moi, ça me rappelle beaucoup une conversation que j'ai eue récemment avec des potes, mais le coup, les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça, ou inversement, ça m'a toujours cassé les couilles. J'avais 6-7 ans quand j'ai entendu cette merde, et j'ai trouvé déjà ça que c'était de la merde, en fait. Donc du coup, je pars toujours du principe, tu joues autre chose, tu t'identifies en tant que personnage à un modèle qui existe dans le monde réel, pour éviter du bleed et de l'inconfort chez autrui. Si tu décides de jouer un personnage féminin alors que tu es un homme, tu ne me fais pas de caricature, tu ne me fais pas un personnage qui est une blague, et tu ne vas pas chercher ta misogynie. L'inverse est vrai. Je ne veux pas voir de misandrie de la part d'une femme qui joue un personnage masculin. Voilà. Là, là c'est le grand zéro pour moi, c'est-à-dire l'égalité. L'égalité, le respect dans l'interprétation. Systématiquement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait un modèle de la femme qui était un petit peu le modèle de la femme pin-up, de la femme objet. Ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas du tout. Mais, en plus de ça, c'était un joueur qui n'était pas très réactif sur certaines choses, et c'était un peu dérangeant. Il n'y avait pas de plus-value à ce qu'il joue un personnage féminin, si ce n'est que de jouer une espèce de cliché de femme objet, de femme pin-up, de cruche, hein, pour surtout un de ses personnages. Et je vais pas mentir, ça m'avait gavé. Mais je pense que parler longuement de qu'est-ce qui aurait fait qu'il devrait arrêter de faire ça, ça aurait été compliqué. Pourquoi ? Bah parce que quand tu as en face un personnage geek de la team Wibistan, c'est-à-dire des gens qui aiment beaucoup tout ce qui est culture orientale, culture jeux vidéo, culture fictive populaire, et qui est beaucoup qui consomme tellement de choses que il ne saura pas faire la différence entre qu'est-ce qui est profondément superficiel et gênant et qu'est-ce qui est profond. Et en fait, tu peux avoir le jugement que tu veux là-dessus, c'était compliqué. Et le point de rupture, selon moi, c'est quand il a voulu faire un gobelin dans Pathfinder. Donc, je lui ai dit, voici Pathfinder, on va faire une courte campagne en attendant que je consolide les informations de mon jeu de rôle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, est-ce que y a beaucoup de races ? Ouais. Est-ce que les gobelins existent ? Oui, je lui ai répondu. Après, est-ce que il y a les gobelins est-ce qu'il peut jouer une gobeline ? Oui. Mais est-ce que les gobelines peuvent être un peu Pourquoi je lui ai dit non, alors que certaines personnes auraient été capables de dire oui ? Je ne jouais pas dans l'univers de Pathfinder à proprement parler.
Et le gobelin qu'il jouait n'était pas originaire de Golarion. Sauf que par respect pour le monstre iconique de Paizo, je n'avais pas envie de la transformer en bimbo verte. Juste, j'avais pas envie. Parce que de toutes les façons, le personnage là est une cruche pareille. Donc j'ai dit non. Et c'est là où, je crois que c'est là où je commence à tracer mes limites en fait. Parce que on peut parler des limites en matière de mécanique, j'en mets peu. J'en mets peu, j'essaie de voir quand même théoriquement comment ça va, mais j'essaie d'en mettre peu. Mais quand il s'agit de la place dans l'univers, de la représentation dans l'univers, et ces genres de choses-là qui font finalement consolider l'univers, je suis très attaché à ces notions-là. Autant quand je fais par exemple du figuratif, je veux vraiment une image juste, une représentation juste des illustrations. Voilà, prendre une illustration où en fait ça ne ressemble pas du tout à ce qui est dans la cohérence esthétique de l'univers. Je le fais pour mon propre confort, et je le fais aussi pour le confort des autres. Mais pour mon confort en premier. Parce que j'ai pas envie de voir des espèces d'aberrations, comme on voit par exemple dans les fantaisies asiatiques, où par exemple un homme bête masculin, il ressemble littéralement à un homme bête très anthropomorphisé du côté bestial, mais pour les femmes, elles ont juste 2 oreilles d'animaux et une queue. Ce genre de dysmorphisme-là ne me plaît pas. C'est soit un dans un sens, soit un dans un autre. Et c'est comme ça. Donc, en matière d'imaginaire, je suis pas strict, mais j'essaie quand même de maintenir une cohérence jusqu'au bout. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? En tant que joueur, à quel moment, selon vous, un meneur de jeu ou un joueur doit dire non? Ou le moment où un joueur doit dire non, c'est quand quand la proposition qui est donnée ne convient pas à ce qui a été dit à la table. Les gens ne font pas de session 0. Ils en font pas beaucoup. Moi, je pense qu'il faut en faire. Si, à un moment donné, il y a un truc qu'on a dit, on ne veut pas voir ça, et on le voit quand même, je dirais au meneur de jeu, fais gaffe. T'es en train de manger la ligne. Pas comme ça, mais je lui dirais. Et que je vois qu'il persiste, je lui dirais, je ne veux pas avoir ça. Le truc, c'est que je suis aussi assez permissif sur la sensibilité, il n'y a pas de problème. Je suis assez permissif, je peux encadrer énormément de choses. Par contre, on s'est mis d'accord sur des trucs, on s'y tient. Et si la 3e fois ça persiste, je me déconnecte s'il s'agit de ça, et je ne veux plus jamais entendre parler de cette partie. C'est simple, c'est systématique. Je t'ai prévenu une fois, je t'ai prévenu 2 fois, la 3e fois, c'est ciao. Vous savez, la table, comment ça s'appelle? C'est pas la table, comment dire ça? C'est la fiche comment ça s'appelle déjà? La fiche des sensibilités, c'est ça? C'est un outil où j'étais très sceptique. Et même maintenant, je suis moins sceptique, mais j'ai vu où ça menait. Vous savez, la fiche des sensibilités, c'est de dire ce qu'on veut voir de manière très simple ou très limitée, tout en sachant que je considère que, par exemple, les relations sexuelles explicites, jamais racontées, c'est toujours implicite. Le fade out ou le fade to black, toujours utilisé. La fiche des sensibilités, j'y croyais moyen. D'ailleurs, il y a une vidéo j'ai fait une vidéo sur la fiche des sensibilités, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, il y a quelques années de ça. C'était les années 2020, donc ça va. Et puis après, j'ai discuté avec, me semble-t-il, c'était Julien Dutel, le meneur de jeu de la chaîne Roll&Play. J'étais sur sa chaîne, sur Twitch. Et du coup, il expliquait la fiche des sensibilités, des trucs comme ça. Et il a rappelé un truc assez important aux gens. C'est que tu peux toujours essayer de compter sur la profonde connexion que tu peux avoir avec tes joueurs, si tes joueurs sont des amis, mais peut-être qu'il y a des traumatismes, peut-être qu'il y a des inconforts vis-à-vis de certains sujets auxquels ils n'ont pas pensé, qui peuvent refaire surface en partie,
et ça peut changer son plaisir sur la partie. Et je suis d'accord avec ça. D'autant plus que j'avais vu un exemple dans le podcast de la cellule, où, où quelqu'un parlait du fait que, si, imagine, tu fais un scénario d'enquête, il y a un tueur d'enfants, il y a, et puis surtout c'est une ambiance policière mais assez dure, et il y a quelqu'un qui a un enfant à naître. La personne vient te voir en tant que joueur. Il vient te dire, écoute, moi j'ai un enfant à naître. L'idée de voir des enfants massacrés, tout ça, ça me plaît pas. Soit je vais faire une pause sur la partie, soit je voudrais que ça ne soit moins explicite. Il faut être un enfoiré pour dire non. On est d'accord. Ah ben c'est à ce moment-là où en fait la fille, j'ai commencé à me dire, ah, je commence à comprendre le point de vue. Et puis j'ai vu des cas, des horror stories, où la fiche des sensibilités a été utilisée comme point de, comment dire ça, comme point pour en fait tenter de faire, tenter de bousculer la personne, tenter de jouer aux dépens de la personne. C'est-à-dire, ah, il aime pas ça, il est sensible à ça, ah, mais quel fragile, ils mettent ça. Si t'as pas, il y a des gens, ils sont juste mauvais, ils ont juste envie de faire un jeu, mais qui a une tête de turc. Mauvaise expression, certes, je sais pas c'est quel équivalent, mais vous comprenez où je veux en venir. Ils ont juste envie, en fait, de jouer aux dépens de quelqu'un. On joue les uns avec les autres, pas aux dépens des autres. Que ce soit une personne qui est nuisible, ou une personne qui pense qu'à sa gueule, et uniquement qu'à sa gueule, les deux peuvent causer les mêmes dommages. Donc, les joueurs, apprenez à dire non, vous avez fixé des limites, amenez à dire non, et si vous sentez que vraiment la personne persiste, ne soyez pas le dindon de la farce. Soyez au-dessus de la vague. Voilà. Quittez juste. Ils vont, si c'est des proches, et puis ils ont fait ça, dites-leur juste cette phrase. Alors cette phrase, elle est dévastatrice. Elle peut briser des amitiés, ça a été mon cas. C'est compliqué de dire ça, mais parfois il faut dire ça. Je serai toujours ami avec toi, mais je ne veux pas être à la même table que toi. Ça fait mal d'entendre ça, mais si à un moment vous jouez avec des amis et ça tourne comme ça, vous pouvez parler longuement du problème, mais si ça persiste, dites-leur cette phrase-là. Voilà. Vaut mieux avoir aucune partie en cours plutôt que d'avoir des parties de merde. Voilà. Question qui était plutôt longue. J'ai décidé de faire volontairement plus long puisque... Voilà. J'ai préféré faire beaucoup plus long parce qu'il y avait vraiment énormément de choses à dire. Bref. Alors, le numéro 30. Et si voyage. Et si vous aviez la capacité de voyager dans le temps pour revivre une partie de jeu de rôle passé avec vos connaissances de maintenant. Cela peut aussi être une campagne. Quelle partie visiteriez-vous pour une deuxième fois? S'il a lieu, le changeriez-vous? Et pourquoi? Je n'aime pas la notion des what if, mais j'avais mal compris le what if. Je pense que je suis beaucoup trop terre à terre pour pouvoir donner une réponse positive. C'est simple. Pour moi, le what if n'a pas lieu d'être. Toutes les parties que j'ai eues jusqu'à présent, bonnes ou mauvaises, ou très mauvaises même, je les revivrai exactement de la même façon parce que j'y ai appris des choses. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire dans le passé? Est-ce qu'il y a certains points où j'ai dit que parfois ça a brisé des amitiés d'avoir dit on est toujours amis, mais je ne veux pas être sur la même table que toi? Oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je le redirai? Oui, je le redirai. Parce que, au bout d'un moment, on a des conséquences à des actions, on a toujours des regrets. Le et si, c'est presque... Comment dire ça? C'est presque venir remâcher ses regrets. C'est pas une bonne chose, en fait. J'ai appris énormément de choses avec mes bonnes et mes mauvaises parties, mes parties courtes et mes parties longues, mes campagnes et mes one-shots. J'ai fait des parties,
comme une campagne de Pathfinder que j'avais fait, la campagne où il y avait eu le gars en question. J'ai fait une campagne, on a commencé, on était 4-5. On a fini, on était 2. Et c'était une des meilleures campagnes que j'ai eues dans Pathfinder. Pourquoi? Parce que les gens intéressés s'étaient barrés, que les gens qui faisaient le mort, on s'en foutait, et c'était bien. Il y a des campagnes que j'ai fait, elles ont duré. J'ai fait une campagne, elle faisait 7 parties. J'en ai déjà parlé. Le truc, il était génial. Pourquoi? Parce que, déjà, on avait décidé de jouer des personnages qui venaient d'atteindre l'âge de jeune adulte. C'était une période où, en fait, chacun avait une histoire construite. Là, j'étais déjà dans la phase où je demandais plus aux gens de faire des paragraphes ou faire du background. Mais je me suis dit, les gars, faut raconter une histoire autour de vos personnages, une petite histoire, faites un petit truc. Et du coup, les choses ont évolué, les événements mélangés au drame ou différents trucs ont évolué. Ça a fait une excellente partie. Il y a eu une courte campagne dans mon jeu de rôle aussi, qui a duré 3 sessions. Et à la fin, ça pesait dans le scénario, ça a été canonisé, et surtout, même s'il y a eu un mort à la fin, ben, ça a raconté quelque chose de tellement grandiose que ben, c'était merveilleux. Ma plus grande campagne, c'est parce que j'ai écouté les joueurs où en fait j'ai dit après un an on va peut-être recommencer une campagne. Les gars disent non mais en fait on veut poursuivre plus et on a poursuivi plus et ça a raconté d'autres choses. Ça m'a aidé pour les règles. Les mauvaises parties, des parties avec des conditions désastreuses où en fait tu vois que il y avait des problèmes d'internet, il y avait la pluie chez moi. En plus chez moi ça fuyait de partout. Quelques jours après, des gouttes d'eau tombaient sur mon PC sans que je le remarquais. Et puis ça a niqué mon ordinateur portable. Voilà. Il y a énormément de choses qui sont relatives. Et je suis pas nostalgique de base. Et quand je repense à ces choses-là, ce que je retiens, c'est comment ça a été, qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce que j'étais censé refaire. Est-ce que j'ai refait cette erreur? J'ai fait une campagne comme ça, où les trucs étaient catastrophiques, le son était pas terrible. Il y a un joueur, il voulait rejoindre. Ah oui, mais je veux rejoindre, machin. Et je lui dis, il faut qu'on se rencontre pour vous faire la table. Le gars, il m'a envoyé chier. Il m'a dit, oh non, mais en fait, ouais, je sais même pas déjà si je vais pouvoir déployer du temps. Il était tout le temps là, il était tout le temps disponible. Mais c'est au moment où on commence à faire la partie, il demande à faire sa fiche. Je l'ai envoyé chier. Et c'était une bonne chose, en fait. Parce que j'ai appris à fixer des limites, pas seulement envers des gens que je connais, mais aussi envers des gens que je ne connais pas, dans une situation où j'avais besoin de faire une campagne avec des gens que je ne connaissais pas pour approfondir mon expérience en jeu de rôle. Et voilà. Et la partie, elle s'est pas si mal passée, mais il y a eu des problèmes de son. Mais d'ailleurs, je crois que Alphonse Nazar en a fait partie en plus. Je crois que c'était sur Starbound. Donc oui, Alphonse Nazar en plus, il a fait partie de cette session-là. Donc c'est un one-shot sur l'univers de Starbound, mais avec le W système de luxe. Il m'a parlé du fait qu'il trouvait que le jeu était crunchy. Moi, je suis encore surpris, j'étais encore surpris par ça. Mais j'ai aussi vu que ma façon de masteriser ne correspondait pas à comment eux, ils avaient l'habitude de voir la masterisation. J'ai appris de ça. Moi, j'avais tendance à planter le décor, à construire la base, premier plan arrière pour tout ça, et ensuite, c'est aux gens de savoir vers quoi ils vont porter leur attention. Il y a une différence entre voir et regarder, écouter et entendre. Moi, mon erreur, c'est d'avoir fait les choses comme ça, parce que c'était pour moi évident, et que les joueurs que j'avais eu à ma table avant ont appris le jeu de rôle avec moi, et ont du coup avaient cette gymnastique-là. Voilà. C'est pas une question de qui avait tort, qui avait raison, mais plutôt des gens ont des expériences différentes et parfois il vaut mieux expliquer de pas ce qu'on veut. Et résultat, il y a eu ce truc-là de fait. J'ai enregistré la partie pour écouter ce qu'il y avait de bon ou de mauvais, mais après, entre les problèmes d'internet, les voix qui étaient difficiles à entendre, le problème qu'il y avait de la pluie chez moi, il y avait une pluie battante, que la maison est en train de fuir, énormément de choses. Ben, il y avait tellement de trucs négatifs qui fait que j'ai appris aussi à construire du jeu de rôle sous de meilleurs auspices. Et voilà. Et après, j'ai refait avec ma table cette fois du Starbound le one shot et j'ai fait
j'ai fait le jeu. Et on l'a même fait sous forme d'actual play, mais c'est un one shot qui est déréférencé. Parce qu'on m'a striké sur une vidéo qui est très très longue, sur 4 secondes, d'une musique qui prétendent qu'ils ont claim et qui existe, et qui n'existe pas dans ma piste. C'est-à-dire, tu écoutes le bout de piste qui est incriminé, tu écoutes la musique dont ils disent qu'ils se sont inspirés, ça ne correspond pas. YouTube fait chier. Voilà. Je raconterai toujours cette histoire, c'était frustrant. Et j'ai trouvé un logiciel pour tenter d'enlever les parties incriminées. Il s'est encore fait striker et déréférencer pour des bouts de musique qui n'étaient pas là. Et voilà. Ah là là, YouTube. Ah, parfois je t'aime pas, YouTube. Hein. Mais c'était abusé. Et même par la suite, j'ai eu une mauvaise partie parce que, malgré avoir fait une session 0, malgré avoir dit que je faisais pas du Donjons et Dragons, malgré que j'avais expliqué que c'était une gymnastique différente, les gens faisaient de la merde. Et moi, j'étais complaisant dans la mesure où j'avais une certaine habitude de masteriser et ils ont vu chaque échec, et surtout l'un d'entre eux, ils ont vu chaque échec comme comme en fait, il y en a un, il l'a pris personnellement. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui voulait faire de l'OSR, on lui a bien dit que c'est pas de l'OSR. Et il a voulu faire son forceur. Et voilà. Et quand je disais qu'il y a un des joueurs qui avait totalement compris l'ambiance du jeu, bah, les gars ont commencé à dire, ouais, non, mais lui là, il fait chier, là, il fait une fixette sur son truc, là, il casse les couilles. C'est une partie catastrophique. Mais est-ce que je la changerais? Non. Parce que j'ai appris, ça m'a permis aussi ça a déstabilisé mon point de vue sur les joueurs de jeu de rôle. Si un joueur de jeu de rôle a décidé d'être un putain d'égoïste, il peut. S'il a décidé de te enculer jusqu'au bout des pieds, il peut. Tu peux avoir toute la pédagogie derrière. Il faut arrêter de chercher des excuses quand tu vois que quelqu'un fait de la merde. Tu peux essayer de comprendre. Mais de ce que j'ai compris aussi par l'expérience sur Internet et en faisant du jeu de rôle sur Internet, c'est que il y a des cas où tout simplement tu vas être confronté à des personnes qui vont vouloir faire ce qu'ils ont envie de faire et tu vas pas te dire ouais mais peut-être qu'il a envie de non, c'est chiant. Et puis il y a aussi des fois où j'ai tenté des expériences différentes aussi en matière de jeu de rôle. J'ai fait Laser and Feelings avec François Letarte, que j'ai adoré d'ailleurs. Surtout que moi j'étais dans ma pleine période où je rematais la série originale de Star Trek et je m'éclatais. C'était comme c'était un jeu de rôle qui tenait sur une page à 4. En fait c'était génial parce que c'était un petit peu les prémices de ce que j'apprécie dans l'expérience OSR. Parce que j'ai les caractéristiques, j'ai les trucs, le peu de caractéristiques qu'il y avait. Je connaissais l'univers, je me disais, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah oui, mais c'est vrai que cet objet-là, il sert à ça, machin. Et ça allait. Pareil pour la Cité perdue aussi. Parce que la Cité perdue, l'OSR ou le fait de jouer dans un donjon profondément dans un donjon à l'ancienne avec OSR, Oscode Essentials, ça m'a surtout montré que, ouais, non, je peux très bien jouer des jeux OSR et que, en fait, il se passe pas mal de bonnes choses. Je comprends pourquoi il faut faire plusieurs aperçus à l'avance, pourquoi, en fait, il faut faire très très attention. Quel est l'intérêt, par exemple, d'un équilibre dans les différentes fonctions que peuvent avoir les joueurs? Et j'ai découvert bien d'autres choses. Est-ce que je dois échanger ça? Est-ce que je ferai un ici? Est-ce que je bougerai une chaise dans le passé pour modifier l'avenir pour avoir de meilleures parties? La réponse est non. Mais jamais de la vie, en fait. Parce que ça ne servirait à rien. Ce que j'ai appris de meilleur, il est là. Si je viens à le changer, puisqu'on parle de what if, que ça affecte mon passé ou mon présent de bouger des trucs ou de changer des trucs, mais je préfère encore laisser les choses en l'état. Et c'est mieux comme ça. Donc, question très très longue pour tout ce qui est le passé. Mais voilà, c'était le numéro 30. Bon, numéro 31 donc. Alors, numéro 31,
Quel conseil, encore un truc sur le passé, le présent et le futur, quel conseil aujourd'hui donnerais-tu au Rollis que tu seras dans 5 ans? Quel conseil? J'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Ça a toujours été le cas, je pense. J'envisage le long terme, mais pour la planification, c'est très compliqué. Et il y a certaines raisons pour lesquelles, pour moi, c'est difficile de me projeter dans l'avenir. Mais je pense que le truc que je pourrais dire, en me basant sur mon moi actuel, ce que je lui dirais sur dans 5 ans, c'est ne perds pas le hobby. Garde-le le plus possible. C'est tout ce que je lui dirais. Parce que j'ai fait du jeu de rôle, j'ai eu des parties, des bonnes, des moins bonnes. Je suis à un endroit où, holistiquement parlant, je connais un endroit où je pourrais masteriser. Mais il faut encore trouver des gens pour faire du jeu de rôle. Je préfère plus faire du jeu de rôle en physique plutôt qu'en numérique. Il y a des cas où ça s'est bien passé en numérique, mais il y a eu plus de cas où ça s'est mal passé que ça s'est bien passé. Et du coup, c'est vrai que rester très longtemps dans un lieu où je peux pas trouver des joueurs de jeux de rôle facilement en physique, c'est compliqué. Et ces temps-ci, j'ai préféré me tourner vers du jeu de rôle solo parce que j'ai vraiment envie de parler du jeu de rôle solo. Quand je dis solo, avant qu'on disait solo, c'est un meneur, un joueur. Maintenant, on dit duo pour dire ça, et duo, c'est pas comme avant où c'était 2 joueurs en meneur de jeu. La définition a changé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ouais, je suis en train de me tourner vers une expérience plutôt solitaire en ce moment. Je voudrais revenir, mais j'attends que les choses soient sous de meilleurs auspices pour pouvoir le faire. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de hobbies, beaucoup d'obligations aussi, beaucoup de choses que je souhaite faire. Par exemple, je parle souvent du JDR sur lequel je travaille, machin. Je voudrais vraiment le finir, au moins à 75%. Et puis peut-être commencer à vraiment faire les trucs sérieusement, quitte à faire de l'auto-édition, des trucs comme ça. Je me suis déjà renseigné, je me suis renseigné depuis très longtemps déjà. Je veux rapporter vraiment une expérience plutôt bonne. Voilà. Là, avant, je vous disais des trucs du genre, je suis perfectionniste, j'attends le bon moment pour pouvoir retravailler les trucs. Non, moi, j'ai décidé de lutter contre moi-même et de commencer à travailler vraiment sur les trucs. Donc, avec tout ça, je serais capable de mettre le jeu de rôle en suspens. Et je pense que ça serait une très mauvaise idée. S'il faut parler un petit peu du réel et de l'aspect personnel, le jeu vidéo, c'est un hobby que j'aime beaucoup. Mais en ce moment, au moment où je vous parle, j'ai pas tellement envie de jouer aux jeux vidéo. Mon envie de jouer aux jeux vidéo a changé. On te dit oui, mais quand t'as beaucoup d'obligations, le jeu vidéo, ça... Non, c'est quelque chose de plus profond que ça. Les compagnies de jeux vidéo sont en train de tuer l'industrie petit à petit. Les AAA n'ont de AAA que de nom. Les gens se foutent de la gueule du monde en proposant des trucs hors de prix. Les seuls trucs que je joue potentiellement, c'est des jeux indépendants ou des anciens jeux. Mais c'est des expériences tellement précises que je voudrais découvrir ma passion là-dessus, et c'est ce que je fais sur Twitch d'ailleurs. Mais que, des fois ça m'arrive de faire découvrir des jeux aux gens, et je suis bien content qu'ils le découvrent et qu'ils aient envie d'y jouer. Mais l'industrie du jeu vidéo, c'est pas quelque chose de viable. Avant, j'étais pas capable de dire si le jeu de rôle ou le jeu vidéo, c'était mon hobby préféré ou pas. J'avais du mal. Par exemple, je disais, je ne sens pas que le jeu de rôle était mon jeu préféré, mon hobby préféré. Pour le jeu vidéo, je dis toujours, j'ai toujours aimé ça. Il y a certains trucs que j'aime, d'autres que j'aime pas, mais j'aime bien le jeu vidéo. En évoluant et en étant dans ces situations critiques, il y a des choses qui ont changé, qui ont beaucoup changé. Le jeu de rôle, si c'était pas important pour moi, je n'en parlerais pas. Si c'était pas important pour moi, je ne ferais pas autant d'efforts à expliquer la pédagogie qu'il y a autour.
parler de la communication, parler de jeux de rôle qui me tiennent à cœur, même s'ils sont pas popularisés en France. Le jeu de rôle, c'est un truc qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation, qui demande aussi, même s'il y a une expérience solo, je veux quand même avoir une expérience avec une table et avec 4 joueurs, ou peut-être même moins, pour pouvoir jouer. Je ne veux pas renoncer au jeu de rôle sur quelque forme que ce soit. Donc ouais, je peux clairement dire que le jeu de rôle est devenu mon hobby préféré. Voilà. Bref, tout ceci étant dit, on va passer à l'avant-dernière question. Le numéro 32. La science. Ah oui, je me souviens de cette question. Est-ce que la science a sa place dans le medieval fantasy? Pourquoi, comment? Pour moi, c'est un oui. Je vois pas pourquoi ça pourrait être un non. Je vais expliquer parce que là, ça relève de la culture fictionnelle en général. Et c'est un peu les réponses que j'ai apportées dans mon jeu de rôle aussi. La magie, dans la majorité des jeux de rôle, c'est la capacité à courber la réalité avec une force énergétique. Définition simple, basique. La science, c'est la découverte, le savoir et la mise en application de ces dernières dans le monde qui nous entoure. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je dirais même, elle a un certain avantage et l'autre aussi. Dans la magie, on parle de la volonté de vouloir construire des choses, il faut de la volonté, il faut une idée, il faut des fois aussi rebondir avec ce que les autres ont déjà fait, et on a un résultat. Mais le truc, c'est que la magie peut être plus que ça. Elle est rarement plus que ça. C'est pour ça que je vous dis, je parle vraiment de choses que j'ai décidé d'appliquer dans mon jeu de rôle. La science, c'est autre chose. La science, c'est utiliser l'essentiel des connaissances qu'on a sur l'univers et de donner un certain résultat, un certain produit, pour une mise en application à petite, moyenne ou grande échelle. Le truc, c'est que la science, elle a des règles très très établies qu'on arrive à découvrir, mais on arrive aussi à savoir que certaines choses sont remises en question, que certaines choses s'avèrent fausses, qu'il y a des choses qui vont au-delà de ce qui est pensé. Et que, avec les possibilités combinatoires de la science, ça a donné des résultats différents. Le truc, c'est qu'avec la magie dépend énormément de la force de volonté, de la construction de l'univers, pour pouvoir créer une application. Que tu réussisses pas, si tu réussis, tu arrives à mettre le produit en avant. Et que quand c'est la science, les connaissances de ce que tu peux découvrir dans les sciences arrivent à réenchanter le monde. C'est assez paradoxal. La magie, pourquoi la fantaisie, pourquoi ça devient de la merde? C'est parce que tout le monde a une idée très très lisse et très très uniformisée. Il commence à y avoir une espèce de pensée unique de la fantaisie, autant en Orient qu'en Occident. Là, avec la science, on a une espèce de rebond. On anticipe, on a toujours anticipé. La science-fiction fait ça. Par exemple, Star Trek, regardez, avec le communicateur universel, le tricorder, ce genre de choses. Les turbolifts, les espèces de trucs qui se déplacent à grande vitesse. La science-fiction a voulu mettre en avant de nouveaux outils qui ont été bien pratiques, et on sait qu'on pourrait faire certaines choses. Mais il y a aussi des fois des limitations sur des choses inaccessibles. Atteindre une autre planète, c'est pas comme dans Star Wars, c'est pas comme dans Star Trek. Mais un jour, peut-être pas de notre vivant, mais un jour ça arrivera peut-être. Ou peut-être qu'on se rendra compte que ça ne fonctionnera pas du tout. Et qu'il faudra vraiment compter sur d'autres technologies pour pouvoir faire ça. Et le truc, c'est que la magie, c'est des disciplines qui se veulent secrètes, qui se veulent occultes, mais que tous ceux qui apprennent des magies et de la magie présentée dans les jeux de rôle, c'est assez condensé et c'est assez lisse, qui fait que les gens qui prétendent avoir des secrets, souvent ils ont à peu près les mêmes secrets d'un univers à l'autre, d'un jeu de rôle à l'autre. C'est nul. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop jouer à des simili-systèmes des 20.
si ce n'est qu'ils ont un univers bien ancré, des capacités bien ancrées, et pas un énième Donjons et Dragons dont on a déplacé 2-3 chiffres. Voilà. Mais par contre, pour la science c'est déjà différent. La science, il y a un certain ensemble de connaissances, un savoir empirique à conquérir, des ressources à essayer de créer. Et le truc, c'est que tu peux découvrir de nouvelles choses pendant que tu cherchais quelque chose qui n'a rien à voir. C'est là où la science est fascinante, en fait. Et le truc, c'est que la science peut s'ouvrir vers l'inconnu, mais que aussi, même sur les choses connues, la science peut piétiner, pas parce que la science est, comment dire ça, pas parce que la science, c'est, il y a eu des limitations, mais parce que les êtres humains ont commencé des constructions de leur manière de penser la société et de penser les ressources, qui est profondément égoïste, qui est profondément, en fait, qui met à rude épreuve les volontés de certaines personnes sur leurs inventions, et que, par exemple, on peut tomber, par exemple, dans des mondes cyberpunk ultra-capitalistes, où, eh ben, ils ont décidé qu'il y avait de meilleures technologies pour pouvoir faire les choses, mais ils ne les utilisent pas, parce qu'ils veulent faire du fric. Ils veulent créer de l'obsolescence programmée. Si vous trouvez que j'exagère, est-ce que le fait que certains chiens, comme le borzoi ou le carlin, avec les maladies qu'ils génèrent, est-ce qu'on n'a pas déjà du doigt de l'obsolescence programmée du vivant? Et voilà. La science a sa place dans la fantaisie. La science-fiction peut avoir des éléments qui empruntent à la magie, qui empruntent au mystique. Parce que c'est vrai que moi je fais toujours une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. La science, la magie et d'autres énergies, d'autres vibrations spirituelles aussi. C'est des choses qui peuvent coexister ensemble. Dans mon jeu de rôle, qui est de la fantaisie futuriste, les trois sont ensemble, avec une logique beaucoup plus développée. C'est juste que là, j'en parle pas pour des raisons évidentes. Mais les trois peuvent coexister ensemble. Je comprends pas pourquoi, en fait, cette question est posée, en fait. Bien sûr que si. D'ailleurs, si on remonte à avant, regardez Star Trek. Il y a certains éléments qui sont présentés. On a des êtres cosmiques qui, par exemple, ont parfois des désirs qui viennent à empiéter sur la liberté des autres, mais parce que l'être cosmique en question a une âme d'enfant. Et de la même façon, il y avait aussi des formes de vie minérale organique. Voilà. Je pourrais aussi parler, par exemple, du film Gundam 00, où ils ont décidé pour la première fois dans Gundam, bon ben, il y a des extraterrestres, certes, mais les extraterrestres, ils n'ont pas de forme physique. Parce que la thématique autour de Gundam 00, c'est comment les conflits naissent de l'incompréhension des uns et des autres. Et là, comme boss final, entre guillemets, bah, c'est une forme de vie qui a une conscience quantique, qui est une espèce de métal organique vivant, et du coup, leur apparence, et même quand ils corrompent des choses, vous sentez que même au niveau énergétique ça change, mais comme ils sont pas au même niveau, eh ben, il faut trouver des moyens de communiquer. Mais la façon de communiquer de cette créature, c'était l'assimilation. Ce qui fait qu'on est en face de quelque chose dont je parle beaucoup dans mon univers bien précis. Je parle de l'anthropomorphisme, je parle de l'altérité, je parle de la quête de soi, et tout ce qui est dramatique aussi. On est clairement dedans. Donc pourquoi ça n'existerait pas de certains côtés? Donc c'est de ça que j'avais envie de parler pour le côté science. Voilà. Et puis en dernier, on se voit pour le numéro 33, donc le meilleur moment aïe. Ah, de ce que je vois... Ouais, c'est bien... Ah, il a changé pseudo, c'est bien Compteur Kissanil qui a répondu. Il réfléchissait, c'est quoi le meilleur moment suivi, enfin, qu'il a vécu, et le truc, le meilleur moment JDR, et il ne trouve pas.
Et je crois que quand j'avais vu la question, j'étais en train de cogiter. Et c'est pareil en fait. Quel est votre meilleur moment de JDR de l'année? Une anecdote, une partie de jeu, ce que vous voulez. Euh, le truc, c'est que au début, je me disais, est-ce que ce que je vais proposer est illégitime ou pas? Ça sera à vous de me le dire. Mais mon expérience en jeu de rôle en 2024, il était au point mort. Donc je me suis plus tourné vers le solo. C'est quoi le meilleur moment? Mes meilleurs moments de jeu de rôle, je crois tout simplement que c'est avoir comme je fais du JDR en solo, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'utilise du dactylographié, c'est-à-dire que j'écris l'aventure. Vous me verrez pas présenter l'aventure, mais du coup, j'en ai parlé dans les RPG Week précédents. Et pour moi, le meilleur moment, c'est de savoir que j'étais tellement galvanisé. Quand j'ai commencé ma campagne de Nevermore, c'était au début de l'an passé, peut-être même avant. Pour tester, j'ai fait 2 sessions, c'est ça. J'ai fait le prologue plus le chapitre 1. Et puis, en 2024, j'avais envie de reprendre. J'étais en train de parler, je voulais parler à tout prix des isekai, c'est chose faite. De ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de moins bon, pourquoi en jeu de rôle ça peut avoir sa place. Et je m'étais pas rendu compte à quel point Nevermore c'était non seulement un isekai, mais un bon setting d'isekai. Avec beaucoup de zones vides, malheureusement. C'est le défaut des livres, du livre Monde d'aventure de True 20. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'avais traduit une bonne partie du livre en français et de l'adapter pour le système Edge aussi, mais j'ai pas fini. Faut vraiment que je m'y remette à un moment donné. Et puis ce qui s'est passé, je me suis dit, on va mettre en application ce que j'ai traduit. Et du coup, j'ai repris la campagne. Et j'ai fait l'équivalent d'un tome, c'est-à-dire j'ai fait 10 chapitres, plus le prologue. Et ça veut dire que j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup investi, les parties étaient fluides, il y avait des hauts, des bas, il y avait tout ce que j'aimais dans du jeu de rôle. Il y a certaines choses qui se sont agencées sur la partie qui n'étaient pas du tout prévues. Alors je rappelle, hein, l'essentiel de mes parties c'est avec ça. Hein. C'est mon outil de prédilection. Hein. Et ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait des histoires qui sont racontées, il y avait des bonnes histoires qui se sont racontées, il y a le personnage qui a empiété, il y a eu des choses qui étaient en rapport avec l'expérience même et la vie du personnage. Et j'ai été amplement satisfait. Quand j'ai fini ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du tome 1, du livre 1, j'étais très satisfait. J'ai écrit des aventures. C'était une aventure de jeu de rôle, donc j'ai beaucoup écrit. Voilà. C'est pas comme si j'écrivais ce qui me sortait par la tête et puis après je dis bon allez j'ajoute ça en jeu de rôle. C'est pour ça que je vais parler du JDR en solo à un moment. J'explique comment je fais. Et puis du coup il y a eu des péripéties que j'avais pas anticipées, des lieux où en fait le personnage était censé en principe, si on se basait sur ce que disaient les cartes, rester un petit moment, mais qu'il restait bien plus longtemps. Et du coup, le personnage aussi, qui a eu une vie, on va dire, volée, la manière dont il s'est reconstruit au fur et à mesure des chapitres, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai raconté avec le perso, et ce que les péripéties m'ont donné l'occasion de faire. Donc ça, c'est si on doit parler de partie pure, c'est ça qui m'a plu en 2024. C'est m'être jeté à corps perdu dans Nevermore, d'avoir écrit, et puis en fait je me dis, ah oui, je suis en train de streamer, est-ce que je dois streamer plus longtemps? J'ai dit non, mais j'ai envie de faire ma partie de Nevermore. Allez, vas-y, je quitte, je vais sur Nevermore, j'utilise les dés, j'utilise les cartes, je dois aussi écrire aussi. C'est un exercice qui est très fatigant, c'est pour ça que par exemple je fais plus de jeux de rôle via les Discord, via les forums et les trucs, je ne fais plus jamais ça. En fait, je ne ferai plus jamais ça, je pense.
Et puis ça a coûté du temps, et puis dans les parties où je faisais des nuits blanches, j'ai pu écrire beaucoup de choses aussi. C'était pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et puis si on doit parler vraiment de choses extérieures au fait de produire une partie, ouf, ah mais je pense que ce qui m'a plu, c'est mes achats en vrai. C'est mes achats. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté Knave seconde édition. J'ai beaucoup aimé, j'essaie de regarder. Alors Knave seconde édition, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi... Oui, je crois que j'ai étoffé beaucoup de livres de chez Enid Games que j'avais. Enid Games, ils produisent beaucoup de livres qui produisent des tables aléatoires. Et grâce aux tables aléatoires, quand il y a des éléments qui manquent, ben j'invente autour des tables aléatoires. C'est-à-dire que je me sers pas des tables aléatoires de base pour construire. Je m'en sers plutôt pour faire des trucs rapidement. Et puis si jamais je vois qu'il y a des choses qui manquent à cette table, ben de tête, je visualise comment j'imaginerais la table de manière alternative. Et ça m'aide. C'est pour ça que maintenant c'est dans mes dossiers favoris. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi acheté pendant un petit moment, il y a eu aussi chez Humble Bundle au début du mois de décembre, il y a eu un Humble Bundle qui était jusqu'au 4 ou 5 décembre sur Pathfinder, première édition et seconde édition, seconde édition et 2.2, enfin 2. Oui c'est ça 2.2, c'est-à-dire le nouveau Pathfinder. J'ai le livre du meneur du nouveau Pathfinder 2, le livre du joueur aussi, et en gros il proposait 72 livres à 27 € chez Humble Bundle. Voilà. D'ailleurs, vu que j'en parle là, si vous voulez que je vous mette au courant de certaines propositions, de certaines soldes que je trouve intéressantes à un moment donné, que je fasse peut-être une petite rubrique sur ça rapidement, j'ai pas trop envie de faire ça en vrai. Je suis en train de dire ça et puis au fur et à mesure que j'en parle, je me dis pourquoi je ferais autant d'efforts? Enfin, à moins de vous communiquer des choses que je trouve intéressantes, évidemment. Donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai eu pas mal de livres. Alors, c'est vrai que les livres, je les ai pris, c'est pas pour rien. C'est d'ailleurs déjà, le truc, c'est que Humble Bundle, il y a toujours des œuvres caritatives derrière, des trucs comme ça. Ce qui est plutôt sympa, mais la raison pour laquelle j'ai pris Pathfinder 2 sur Humble Bundle, c'est que ça propose des tas de livres. Et je pars toujours du principe que, comme Paizo propose le fait que les gens peuvent créer des blogs, des wikis autour de Pathfinder, avec toutes les ressources proposées par le jeu. Je parle notamment par exemple de Pathfinder, le wiki français. Et pour malheureusement, il n'y a pas encore d'équivalent pour la seconde édition suffisamment forte. Mais il y a l'archive de Netis en anglais. Avoir acheté les livres, même si c'est via Humble Bundle, c'est un bon moyen pour moi, même si j'avais acheté beaucoup de livres de Pathfinder, la première version de Pathfinder 2, c'est un moyen pour moi que les choses aillent plutôt dans les poches de Paizo quand même un minimum, parce qu'ils font de l'excellent travail. Voilà. D'ailleurs, ça pourrait être un bon truc, peut-être de m'intéresser plus en détail l'année prochaine à Pathfinder 2, mais pour l'instant je ne promets rien. Il y a certaines choses que je devais présenter, je ne les ai pas présentées. Mais voilà, vous avez déjà mon opinion sur les trucs. Et ben voilà, bon 1h30, je m'en doutais que ça allait faire à peu près 1h30. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vais vous laisser, je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fête de fin d'année, en souhaitant que ça vous ait plu. Et je vous dirai aussi à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Alors, quelles sont les vidéos qui seront en cours? Alors, les prochaines vidéos en cours, c'est... Je vais parler... je vais essayer de reprendre la rubrique Mutant and Masterminds. Je vais essayer de travailler sur le JDR solo. Je vais essayer d'avancer sur ce que j'avais déjà établi dans la rubrique Isekai, de comment en fait j'organise certaines choses pour pouvoir vous les montrer. Il y aura aussi probablement dans le futur du Ryutama, du Knave seconde édition dans les lectures holistiques, et
je relance plus sérieusement ma chaîne secondaire qui parle de gaming, qui va me servir à retranscrire des let's play qui me plaisent beaucoup. Et du coup, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait du tuto pour 2025, donc c'est en 2025 ma chaîne secondaire, il y aura des trucs, où je parle aux gens de comment bien jouer à Morrowind, les bonnes bases, puisque bon, c'est un jeu qui est cassé, mais qui est mythique. C'est très bizarre. Bref, allez, bonne fête de fin d'année, soyez heureux, c'est très important, c'est bon pour le moral aussi. Hein. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.